Wow, non, bon, on y va. Okay. Bonjour et bienvenue aux ateliers Introduction à Maya. Je commence par me présenter. Mon nom est Mario Genot et je suis accompagné de Suzanne Bonneville. Suzanne Bonneville. Et puis aujourd'hui, Suzanne, c'est notre troisième atelier. On a une série de questions. On va pouvoir y répondre aux différentes questions. On va faire des affaires peut-être un petit peu plus avancées que d'habitude. J'aimerais commencer, par exemple, avec une correction. Puis je pense qu'à chaque atelier, je vais commencer avec des corrections. Oui, parce que c'est tout à fait normal hein, qu'à un moment donné, on va dire des choses et puis on va se tromper. Écoute, on va découvrir que ça fait d'autres choses. On va découvrir que ça fait d'autres choses. Et puis, la raison pour laquelle c'est important de comprendre, c'est que nous, lorsqu'on tourne les ateliers, c'est ce qu'on appelle du semi-live, c'est-à-dire on se trompe, ça reste. On se corrige plus tard. Exactement. Donc, une des corrections que je voulais faire, c'est que dans le dernier atelier, je disais qu'en cliquant sur la touche Shift, lorsqu'on crée, je ne sais pas moi, une sphère à partir des NURBS ou bien des polygones, eh bien, en cliquant sur Shift, cette forme-là allait se construire directement à l'origine, au centre du monde, comme tu disais. Eh bien, c'est pas vrai. Probablement, j'avais été très précis lorsque je l'avais créé. Ça a été un add-on. Ça a été un add-on, exactement. Donc, ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être une touche au clavier qui nous permet de faire ça. Il devrait en avoir une. Dans d'autres logiciels, on peut faire ce genre de truc. Il y en a peut-être une, mais on va la découvrir. Oui, on va la découvrir un peu plus tard. Et ça va arriver souvent que je vais me tromper dans mes raccourcis ou tout ça parce que j'utilise plusieurs logiciels. Hein. J'utilise des logiciels comme Shake, Boujou et tout ça. Et des fois, les raccourcis se ressemblent, mais ne sont pas exactement pareils. Fait que ça se peut que je dise quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai, mais c'est pas plus grave que ça. On va toujours avoir l'opportunité de se corriger par la suite. Donc, on va commencer. On va commencer avec la première question. Ça va être ma question, je crois. Une difficile, sûrement. Non, c'est pas difficile du tout. Donc, la question numéro 1, ce serait quelle serait la façon de débuter un projet? C'est drôle qu'on n'en a pas parlé avant aujourd'hui. Ben oui. Parce que c'est plate. Hein? C'est plate comme question dans le sens que débuter un projet. C'est plate, mais c'est important. C'est super important. Donc, la façon de débuter un projet, ben, on regarde mon écran ici. Donc, on voit que j'ai mon écran. Et puis, ce que je vais faire, c'est aller dans Files et je vais aller dans Project, choisir New. Et juste pour les besoins de la cause, parce que je suis là en ce moment, on voit qu'on a une petite option ici, donc qu'on peut cliquer dessus. Ça, c'est pour déchirer, dans le fond, le menu. Donc, si je clique dessus... Ça devient une fenêtre flottante. Ça devient une fenêtre flottante. C'est comme si je l'avais déchirée et je la laisse là. Donc, ça peut être pratique. Ça, c'est pour tous les menus. C'est tout. À toutes les fois qu'on voit ce petit dessin-là, des lignes horizontales, on clique dessus et on peut le déchirer. Donc, moi, je vais cliquer sur New. Il m'ouvre ma fenêtre de projet. La première chose qu'il me demande, c'est le nom de mon projet. Donc, je vais l'appeler, mettons, Test. Ici, où est-ce que je veux le sauvegarder. Donc, en ce moment, il va dans mon document, dans mon dossier My Documents. C'est parfait, je vais le laisser là. Dans le dossier Maya, dans le dossier Projects. Ensuite, pour tout ce qui est du reste, tous ces champs-là, ce sont tous, ce sont des dossiers où ce qui vont aller sauvegarder les différents éléments. Ça va dans la structure. C'est ça, nos scènes, nos images, nos scripts mail. Comme on peut voir, là, il y en a une tonne. Donc, bonne chance pour tout écrire ça. Ce qu'on pourrait faire, le plus simple, c'est cliquer sur Use Defaults. Et puis, lui, il va nous créer nos dossiers. Et puis, on peut toujours aller l'enlever si on veut, ou aller changer les noms. Mais on peut cliquer sur Use Defaults, et puis... Bien, absolument, on laisse tout là, parce que... C'est trop long. Non, mais on peut en avoir besoin aussi, si on ne l'a pas créé. Mais... Justement, mais souvent aussi, on va prendre ceux qui sont là par défaut au lieu de les changer nous-mêmes. Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, je clique sur Accept. Et puis, mettons que je vais me créer une nouvelle scène. Parce que là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que j'ai sauvegardé mes dossiers de projet, mais j'ai pas de scène de sauvegarder, rien. Donc, mettons, si je me faisais une sphère, rapidement, voilà, je vais revenir à mes
à mes modes. Et puis, je vais sauvegarder ma scène, donc Save Scene As. Ce qui est le fun, c'est que à cette heure qu'il sait dans quel projet je suis en train de travailler, il sait dans quel dossier qu'il doit aller sauvegarder ma scène, qui est dans mon dossier scène. Test. Oui, mais dans mon dossier test, mais dans mon dossier scène. Ouais. Tu vois, il pointe à bonne place. Donc, je vais l'appeler, mettons, V_001. Lui, il va me rajouter le suffixe et tout ça. Et je fais save comme Est-ce tel. que je peux rajouter de quoi? Bien sûr. OK. Mais j'ai pas fini, par exemple. Non, OK. Je te laisse continuer. Si tu n'en parles pas, je vais le rajouter. OK, c'est bon. Puis sûrement, je n'en parlerai pas. Moi, c'est pour montrer maintenant où ce que c'est. Donc, si je m'en vais dans Start, My Documents, et ensuite, je m'en vais dans mon dossier Maya, Projects, on voit mon dossier Test. À l'intérieur de celui-ci, j'ai tous les dossiers qu'il m'a créés. Et au niveau de Scenes, j'ai ma version 001 qui C'est est... ta scène. Exactement. Un autre détail qui est important. Si on travaille, puis ça va arriver, on va travailler sur plusieurs projets en même temps. Il va falloir toujours, lorsqu'on débute notre projet, aller lui dire qu'on travaille sur ce projet-là. Pour pas qu'il sauvegarde nos scènes dans le mauvais projet. Donc, pour, bien sûr, ce faire, lorsqu'on débute un travail, ce qu'on peut faire, c'est toujours dans Project, faire Set. En faisant Set, on va aller pointer notre dossier de travail et là, pendant qu'on travaille, il va savoir où aller sauvegarder tous nos fichiers. Parce que si on ne fait pas ça, lui, ça se peut que Maya pense qu'on travaille pour le projet. Bien, mettons. il va prendre la dernière place que tu travaillais. Exact. Je pense, hein. Mais là, tu vas sauvegarder toutes tes affaires à mauvaise place. Donc, quand tu commences un nouveau projet ou tu continues un projet, il faut s'assurer que Maya sache dans quel projet on travaille pour qu'il puisse sauvegarder les fichiers à bonne place. OK. Ça rapporte à ça. Ça a un lien avec ça. Oui. Oui. Si jamais, mettons, je fais une scène, une petite animation, je fais un rendu de mon animation, mais je vais pouvoir, par le set, aller lui dire dans quel dossier aller porter les images. OK. Tu sais, comme moi, mettons, tu choisis image, mais moi, je me fais comme un dossier dans mon dossier image, genre animation papillon. Puis là, je vais aller citer le dossier animation papillon. C'est sûr que toutes mes images, ils vont être dans ce dossier-là. Ah, c'est bon. Puis un autre chose. T'avais-tu fini? Oui, moi j'ai terminé. Vas-y. OK. Je sais pas si tu as remarqué, quand tu sauvegardes, save scene, ou ben non, il y a une boîte d'options à côté. Mhm. Ici, là, c'est très important, tu cliques incrémental save. Fait qu'à chaque fois que tu vas sauvegarder, il va te sauvegarder une scène à chaque fois. Fait que tu vas pouvoir reculer dans tes scènes. Donc, je suppose qu'il va... mettons, je l'ai appelé, moi, version 001. Ouais. Lui, si je fais save, il va l'appeler version 002. C'est ça? Oui, C'est mais il va te créer... fais-le, tu vas voir, il va te créer un dossier incrémental. Oui. Puis dans ce dossier-là, à chaque fois que tu vas saver, il va y avoir une scène. Oui, on peut l'essayer. Donc, si je ferme cette fenêtre-là, donc, mettons, je vais le déplacer. Il faut que tu coches incrémental avant. Oui, c'est vrai. Donc, je vais aller dans File. Save scene, OK, dans le sens Save, boîte d'options. save Scene, Oui, tu coches. Incremental Save, Mon anglais n'est pas très bon. faire Apply, Close. Si je fais une modification dans ce cas ici, et ensuite, je fais juste sauvegarder, dans le fond. Sauvegarder. Donc, Save. OK. Puis après ça, bouge encore, sauvegarde. Donc, on va encore le bouger. Donc, Save Scene. OK. Et on va aller voir. Ah. On a un dossier Incremental Save. Et à l'intérieur de celui-ci, version Ça, c'est ta scène 01 que tu as. Exactement. appelée. Puis, on voit les différentes versions que j'ai sauvegardées dans ce dossier-là. Oui, puis je pense qu'il y a une limite par. Ouais, on je a pense vu. dans les préférences, je sais pas. Ah, c'est 20. OK, 20. Fait qu'il va toujours garder les 20 derniers. Sauf que ça, c'est par défaut. Oui, par défaut. Si je retourne dans Save Scenes, dans les options, je peux toujours faire Limit Incremental Save, puis changer. Oui, c'est La ça. valeur. Mais c'est parce que ça prend de la place pour rien. Exactement. 20, ça Ça a c'est bien du bon sens. Ouais. Et voilà. C'est très, très important, ça, parce que, admettons, là, plus tard,
tu es en train, comme moi, hier, OK, j'ai fait un skeleton, tout ça. J'ai skiné, j'ai collé la peau sur mes os. Puis je me suis rendu compte après que j'avais oublié de faire un skeleton pour la bouche, la mâchoire. Mais là, j'avais skiné tout. Fait que j'étais dans une scène antérieure. Oui, dans le fond, bon, quelqu'un comme moi qui est habitué de travailler sur des gros projets, mettons en composition, mes doigts sont habitués de sauvegarder continuellement, mais sur des noms différents. Donc, c'est un peu la même affaire que je fais, moi. Donc, régulièrement, je sauvegarde une nouvelle version. Tu fais ça oui, automatiquement. Parce que c'est pas tous les logiciels qui ont cette option-là. Donc, si on s'habitue à ce que Maya fait, puis on tombe dans un nouveau logiciel et qu'il ne le fait pas, eh bien, on peut avoir des problèmes à un moment donné. Ouais. Donc, il y a d'autres logiciels qui utilisent d'autres techniques. Je te donne un exemple, comme Shake. Le logiciel Shake, lui, il va toujours te garder par défaut, même si tu n'as pas demandé, 5 versions différentes à des temps différents. Fait que c'est lui qui le sauvegarde, tu ne le vois même pas, puis il en sauve 5. Très pratique, quand ça plante, tu vas dans le bon dossier, puis tu dis, je vais aller ouvrir, mettons, la version 4, puis on peut retrouver un peu notre projet antérieur. Ouais. Donc, voilà pour la question numéro 1. On va passer maintenant à la question numéro 2. Question facile. À quoi servent les touches F1 à F5? Bon, la touche F1, sur un portable, il faut faire FM. Oui, dans le fond, sur mon portable, il faut cliquer sur la touche Fonction. Puis après ça, faire la touche. Mais normalement, sur un ordinateur normal, on ne serait pas obligé. Juste F1. Juste F1. OK, moi, je vais le faire. Je vais fermer ça ici. Quand on appuie sur F1, ça va nous ouvrir notre explorateur. Puis là, on va avoir l'aide de Maya. OK, donc... Avec un index. Si jamais on veut savoir comment faire telle chose, mais il y a un index, puis on peut écrire le mot, genre déformeur. Donc, moi, je trouve ça super important parce que souvent, même pour mes explications mes explications sur les ateliers, sur les différents éléments, c'est là que je vais. Je vais voir, mettons que si je sais que je vais parler, je sais pas moi, des nerves, ben, je vais voir un peu ce qu'il dit dans l'aide et après ça, je me fais un exemple. C'est ça, ici, il y a tout, les chapitres, index, et j'imagine que c'est de A à Z. Oui, exactement. Les mots. Puis search, mais on écrit le mot exact de ce qu'on cherche. Une recherche. Oui. Puis ça va s'ouvrir dans la partie droite. Excellent. Ça, c'est la touche F1. F1. F2, il fait quoi? Ça fait que je vais fermer l'explorateur. Il est encore en train de travailler. Là. Il fait le loading data. Fait que c'est assez long parce que je suppose qu'il utilise... Il y a beaucoup de données dedans? Oui, mais je pense qu'il utilise aussi probablement quelque chose comme un plugin Java pour le moteur de recherche. Oui. Parce que hier, je l'ai fait sur mon PC, puis il me disait que j'avais pas de plugin. Exact. Et ça, c'est long avant qu'il décompresse et tout ça. Donc, on va le faire sur ton ordinateur? On peut, mais je pense que ça fonctionnera même pas. Ah non? Non, parce que je pense que ces touches-là, F1 à F5, fonctionnent sur le Mac, mais on va l'essayer sur Windows. Non, ça fonctionne, je pense, sur Windows. On va le voir. Tu vas voir. Donc, si je fais F1, il n'y a rien qui se fait. F1 ne marche pas. F2, rien qui se fait. F3, rien qui se fait. F4, F5. Peut-être c'est à cause de mon portable. Oui, je crois. Mais là, est-ce qu'on saute à une autre question? Puis quand ça va débloquer, on va... Regarde bien ça. On va le forcer à quitter. Tiens, force quit. Tu reviens à ton environnement. Donc, c'est ça. Moi, je ne suis pas capable de faire les touches F1 à F5 sur Windows, dû au fait probablement que mon clavier de mon portable m'empêche de le faire. C'est ça. Donc, toi, si tu fais F2... Je suis sur Mac. Ouais. Fait que je vais faire F2. On tombe avec le menu des animations. Donc, dans le fond, ce qu'il faut regarder, c'est ici, là. Oui. Donc, c'est puis aussi en haut. Ce sont des raccourcis. Les paramètres des animations. Oui, F2 à F5 va changer les menus les plus importants. F3, on va aller dans les menus de polygone. Polygone. F4, dans les menus... surface. Oui, j'avais Nurse.
c'est la digueuse. OK. Les inners, les surfaces. Puis F5, c'est dans les menus dynamiques. Dans le fond, c'est des raccourcis pour tomber dans ces menus-là. Oui, Et au lieu d'aller ici, puis changer. ou, dans mon cas, toi, Hotbox. moi, j'utilise tout le temps le Hotbox, dans le sens que si on regarde, moi, je les ai tous ici. C'est ça. Donc, il y a plusieurs manières dans Maya, hein? C'est pour ça qu'il est tellement complexe. Il y a tellement de manières de faire les choses. Moi, c'est même ça, je peux les fermer parce que je passe par le Hotbox. Ça me donne plus d'espace. Oui. OK, donc c'est parfait pour cette question. Question facile. Question 3. À quoi sert... Non, c'est pas difficile. La touche P. Dans le fond, la touche P, c'est pour faire un lien par enfant. C'est un raccourci. C'est un raccourci pour faire un lien par enfant. On a déjà vu comment faire des raccourcis, des liens par enfant à l'aide de la fenêtre Outliner. Mais si on veut le faire avec la touche P, il faut bien comprendre l'ordre dans lequel on les sélectionne. Donc, c'est important parce que si on veut faire un lien par enfant puis qu'on veut, ben, je pense que le mieux, ça va être de montrer un exemple. Si je viens dans ma... Faut que tu dises c'est qui est le parent, c'est qui est l'enfant. Regarde bien ça. Mettons que, bien sûr, j'ai ma sphère et je vais aller me créer, mettons, un cube. On fait vraiment une équipe parce que tu travailles tout le temps avec les nerfs, moi je travaille tout le temps avec les polygones. Oui, exactement. Bon, ça, je ne veux pas défaire ça nécessairement, mais là, l'idée, c'est que, mettons que je veux que ce soit ma sphère qui soit le parent. C'est-à-dire que quand je déplace ma sphère, la sphère et le cube se déplacent. L'enfant va suivre. Exactement. Donc, ce qu'on pourrait penser, ce serait de sélectionner la sphère avant. Et non. Il faut sélectionner l'enfant pour dire... Dans le fond, l'idée, c'est de se dire, tu vas être l'enfant de ce parent. Donc, qui est l'enfant? C'est le cube, je le sélectionne. Ensuite, en cliquant sur Shift, je clique sur la sphère, je fais la touche P, et si je prends ma sphère et je la déplace, voilà le lien parent-enfant. On ne sélectionne pas le parent avant, on sélectionne l'enfant, ensuite le parent. Là, je vais te parler comme une fille. Pour s'en souvenir, là, c'est que nous autres, les femmes, les enfants pensent toujours avant nous autres. Fait que, on l'oublie pas. Fait qu'on sélectionne toujours les enfants avant, puis le parent après. Ça, c'est dans ton cas. Ça, c'est de fille. Et puis, si je vais dans la fenêtre Outliner pour voir mon lien, donc, où c'est que je voulais aller, moi? L'Outliner, il est là, voilà. Donc, on voit ici qu'on a notre... On va sélectionner ma sphère. Il doit être là-dedans. Bon, ben dans le fond, ça, c'est toutes les... c'est ton cube qui est fait en plusieurs parties. C'est mon cube qui est fait en plusieurs parties. Donc, on voit qu'ils sont tous ces morceaux-là enfants de ma sphère. Et puis, je pourrais bien sûr, en cliquant sur Shift, les sélectionner. Et avec la roulette du milieu, cliquer, glisser et les sortir. Et donc, là, j'ai plus mon lien par enfant. Oui, puis on peut aussi, dans le menu, je crois que c'est Edit, c'est Entre parents. Oui, Edit, Entre parents. On parent. Shift P. Shift P, exactement. Donc, voilà pour la touche P, faire des liens par enfant. Oui, exactement. Donc, on y va pour la question numéro 4. C'est la tienne. Comment fait-on pour afficher des repères visuels pour savoir exactement ce qui sera rendu? Moi, je trouve que cette question-là est super importante. Parce que lorsqu'on fait des petits rendus, c'est pas vrai ce qu'on voit, que ça va être nécessairement exactement ce qui va être rendu. On peut s'imaginer que ce qu'on regarde, ça va être ça qui va être rendu, puis là, on le fait, puis on dit « Ah, c'est pas exactement la même chose. » Mais il y a des repères visuels pour faire ça. Oui, puis ça, c'est comme dans une caméra quand tu filmes, hein? Ouais. T'en as des repères comme ça. Donc, ici, on va dans notre fenêtre. Ouais. Où est-ce qu'on est? On va dans View et Caméra Setting et on va cocher Resolution Gate. Comme moi, ma résolution pour mon rendu, je l'ai mis en HD 720. Fait qu'elle est en 1280 par 720. Ça fait que si je crée une sphère, OK, et que je la mettrais
comme ça. Comme ça, oui. Ça Là, veut dire... moi, je vois toute au complet, ma sphère dans ma fenêtre. Je m'imagine qu'au rendu, je vais tout la voir aussi. On va faire un rendu. Mais dû au fait que tu as tes repères visuels, tu sais maintenant Là, qu'il y a je une sais qu'elle partie va... que tu ne verras pas. On ferait un rendu, oui. On fait un petit rendu. J'ai-tu une lumière dedans? Ah, il l'a pris par défaut. Il nous manque une partie de la sphère. Et puis, si on n'avait pas eu Si j'avais pas mis le repère visuel. Oui. Je ne l'aurais pas su parce que moi, dans ma fenêtre, je la vois au complet. Exact. Donc, ça, c'est celui qui s'appelle Resolution Gate. Resolution Gate, il nous donne deux affaires. Il nous donne la résolution en haut, 1280 par 720. Et le gate, c'est le repère visuel. Oui. Parce qu'il y a une autre option que j'ai remarquée qui s'appelle seulement Film Gate. Si tu retournes. Oui. Film Gate, il va nous donner juste le repère visuel. Hein. Ta souris est plus sensible que la mienne. Film Gate. Et il nous donne juste le repère visuel et pas la résolution. Donc, je trouve ça super pratique, justement, si on va avoir une bonne idée de ce qu'on est en train de... Oui, certain qu'on va tout parce voir que comme les futurs rendus, là, c'est long des fois. Puis pour t'apercevoir que c'était pas ça exactement ce que tu voulais. Oui, c'est très important. C'est super. bien. C'est une bonne question. Question numéro 5. À quoi peuvent servir les options dynamiques? Oh, comment ça fait que c'est moi qui ai cette question-là? Les options dynamiques, ben là, ça va être une introduction. Hein? Les options dynamiques, ça nous permet de mettre dans notre scène différents éléments animés qui sont animés de façon dynamique. Bon, un exemple de ça serait du feu, si on voulait avoir du feu dans notre scène. Ça nous permet aussi de faire des choses comme rajouter des éléments qui vont se fier à la gravité. Ça, je vais faire un exemple de ça aussi. Donc, c'est de l'animation, mais pas nécessairement fait... C'est physique, hein? Oui, c'est de l'animation un peu automatisée. C'est pas nécessairement tout automatisé, mais c'est pas à moi à créer les images clés pour tout ça. Donc, je vais commencer par... tiens, je vais me faire une forme torus, où je vais mettre du feu dessus. Je vais juste montrer rapidement à quoi ça va ressembler. Donc, si on regarde dans notre scène, je vais enlever mes éléments. Donc, j'ai cliqué sur la touche Q, Delete, barre d'espacement. Ensuite, je m'en vais dans Create, NURBS, Torus. Je vais cliquer 2 fois. La première, c'est pour les dimensions, dans le fond, c'est son diamètre. Et la deuxième clic, ça va être comme pour son épaisseur. Voilà. Et puis, bon, je vais cliquer sur la touche E pour jouer avec la rotation. Rapidement. W, je le déplace. Et voilà. Bon. Il est sélectionné. Je vais cliquer sur ma barre d'espacement. Puis, on voit au niveau des options ici, Particles. Si je m'en vais dans Effect, et je choisis Create Fire. Donc, toute cette ligne-là, ça a un lien justement avec... le menu des dynamiques. Le menu des dynamiques, exactement. Si j'aurais fait F5, j'aurais eu la même chose en haut. Oui, ce que tu nous as montré tantôt. Mais moi, ça va plus vite. Ouais. Donc, je choisis Create Fire, puis regarde bien mon beau feu. Il est beau, hein? C'est qu'au premier frame, il n'y a rien, mais si je le déplace, un beau feu vert. Wow. Moi, ce que je vais faire apparaître justement mon film gate, justement pour avoir une idée de ce que je suis en train de faire comme résolution. Donc, je vais aller dans View, Camera Settings, Resolution Gate. Ah, je vois que... Tu es bien encadré. Je suis bien encadré, mais je vais l'agrandir un peu. Tiens. Mettons comme ça. Et puis, je vais faire, mettons, réapparaître ma fenêtre des rendus, quoi que je pourrais aller directement dans... Tu sais, parce que tantôt, je l'ai enlevé, tu sais, mes options. Donc, je vais venir cliquer ici à droite et choisir Status Line. Donc, on voit ma ligne de statut, dans le fond, qui est réapparue. Je vais cliquer sur le Render Current Frame. Ça, c'est pas important. Et voilà mon feu. OK? Donc, c'est plus vert, là. Donc, si c'est animé, ben, on verrait des flammes. Ça, c'est une image. Absolument. Oui. Ça, c'est une animation qu'ils t'ont faite. Si tu ferais un rendu de tous les frames que tu as, ça bougerait.
le feu, il serait animé. Exactement. Mais l'animation, c'est faite seule. Là. Exactement. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est un exemple des options dynamiques. Je vais en montrer un deuxième que je trouve intéressant. Ce que je vais faire, c'est montrer qu'on peut rajouter de la physique, comme tu disais tantôt. La turbulence, la fumée. La résistance à l'air, ce genre de trucs. Mais ce que je vais faire, c'est je vais me dessiner une forme plane et je vais dessiner une sphère. J'aimerais que la sphère s'anime, tombe sur ma surface et fasse des rebonds. Mais je ne veux pas avoir animé tout ça. J'aimerais ça que presque automatiquement, ce soit Maya qui le fasse. Donc, pour ce faire, je reviens sur ma scène, je vais sélectionner tout ça, j'enlève tout. Commencer par ma surface plane, donc barre d'espacement, Create, NURBS, Plane. Je clique, je vais déplacer. Mettons que ça va être... tiens, je vais l'agrandir un peu. Ça va être bien correct comme ça. Et puis, je vais changer, je suis toujours dans ma fenêtre perspective, et puis je vais aller en mode face pour dessiner ma sphère, ça va être plus facile à voir. Donc, je clique sur le Z ici, et je suis vue front. Donc, on voit même que ma forme est comme en bas de la ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est la monter, W. Tiens, on va la mettre au-dessus. Je vais dessiner ma sphère, donc barre d'espacement, Create, NURBS, sphère, dessiner ma sphère comme ça. Si je reviens en mode perspective, on la voit. Et puis, comme je disais, ça serait tout simplement d'animer cette balle, s'assurer que la balle, lorsqu'elle va tomber sur la surface et va rebondir. Bon, je vais commencer par... la balle est sélectionnée en ce moment. Et puis, je vais cliquer sur la barre d'espacement, puis aller toujours au niveau du menu des dynamiques. Et je vais choisir, ici, on voit Soft Rigid Bodies. Donc, je vais cliquer, et la sphère est sélectionnée. Et je vais cliquer sur... je vais sélectionner Create Active Rigid Body. Bon, Create, que veut dire créer. Rigid, ça veut dire, active, ça veut dire qu'elle est en mouvement. Elle va bouger. Et rigid body, ça veut dire que c'est une surface dure. Solide, exact. Donc, je choisis ça. Je sélectionne... Est-ce que tu t'avais mis au premier frame pour faire ça? Non, je ne suis pas au premier frame. Je ne sais pas si ça va faire une différence. Je pense pas. Non, okay. Ensuite, ma surface, barre d'espacement, Soft Rigid Body, et je vais choisir Create Passive Rigid Body. Elle ne bouge pas. Donc, maintenant, si je déplace ma tête de lecture, il n'y a rien qui se passe. Parce que je n'ai pas donné d'option dynamique. Donc, je vais sélectionner ma sphère et toujours avec la barre d'espacement, choisir ici dans Fields et je vais choisir Gravity. Je viens de donner de la gravité à la sphère. Elle va avoir de la pesanteur maintenant. Exact. Donc, on la voit descendre. Elle n'a pas le temps de descendre complètement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter, mettons, 100 frames et même au niveau du range slider, je vais dire la même chose. Et là, si je fais un peu scrubbing, on peut voir que l'animation. Donc, je vais le faire jouer ici. Là. Et c'est super intéressant parce que ça donne... Là, je n'irai pas plus loin que ça, mais ce qui est intéressant, c'est que je pourrais aller jouer dans les options, les paramètres, puis dire, bon, dis plus, bon, dis moins, fais... Plus pesante, plus légère. Exactement. Et ce qui est le fun, c'est que, je vais l'arrêter pour le moment, c'est que, mettons que je prends ma surface, je vais cliquer sur E pour jouer avec la rotation. Là, je n'ai pas sélectionné le bleu. C'est parce que c'est ton... le plein, OK. Voilà. Là, on voit que j'ai joué avec la surface. Et puis, donc, j'ai donné une rotation. Et là, si je l'anime, ben, on voit que ce n'est pas la même animation. Donc, on voit vraiment qu'il respecte... C'est comme les lois de la physique. Exactement.
Donc, voilà, c'est un exemple, deux exemples dans le fond avec le fire, donc le feu ici pour appliquer quelque chose au niveau de la nature, comme du feu. Et puis aussi, au niveau des fields, ce qui est intéressant, c'est pour être capable de rajouter des lois de la physique, au lieu de l'animer soi-même. Donc, des exemples simples à faire, mais vraiment pratiques, comme tel. Pas plus compliqué que ça. On y va pour la prochaine question. Donc, c'est question 6. C'est une question qu'on avait dit qu'on reviendrait un peu. Question 6. Comment utilise-t-on certains outils Hypershade? Dans le fond, c'est de revenir un peu sur l'Hypershade, un peu pour voir un peu comment ça fonctionne. Moi, que je vais faire, je vais emmener une petite scène que j'ai faite. Oui. C'est vraiment minime, là. Puis, on va installer une tapisserie sur un des murs. Il y a comme plusieurs façons de le faire. Là. Je vais en montrer deux. Une avec la Hypershade, puis une avec la scène. Excellent. Le menu. Je vais ouvrir ma scène. Donc, toi, ta scène est sur le bureau, sur le desktop. C'est desktop. Oui. OK, lumière. Je pense que c'est celle-là. On va voir. Non, mais là, tu OK. fais ton save. Don't save, oui. Oui, c'est... Okay. Ah, ça, j'avais ouvert ça, c'est pour parler des lumières, mais on va en parler un peu plus tard. Bon, j'ai comme un plancher, deux murs, une sphère. OK. Je vais mettre une lumière pour qu'on puisse voir. Est-ce que j'en parle ça de lumière? Oui, vas-y, on y reviendra. De toute façon, ta prochaine question, c'est pour toi. Et c'est comment fait-on pour appliquer une lumière? Donc, tu vas nous le montrer tout de suite. Bon, je vais dans Create Light. Là, je vais mettre une ambiance light pour éclairer général. OK. Elle est ici dans mon menu. Je me retrouve pas bien avec... Comment on fait pour reculer, tu vois? Tu dois cliquer sur Alt. Comme sur Windows, clique sur... Non, je sais, c'est l'interface, là. Mais ici, Alt sur Mac puis Windows, c'est la même chose. Non, je sais, c'est le portable que je suis pas habituée. OK. Mon ambiance light, elle est où? Elle est cachée. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand on ne le trouve pas? Bien, je pèse sur le F pour zoomer dessus. OK. Mais là, je ne vois pas. Fait que... Si tu vas en mode parce que j'avais fait... non? J'avais fait des choses aussi, mais... Si tu vas en mode filaire, peut-être qu'on va la voir à travers... Ma scène n'est pas... Elle est là, je l'ai vue. La voilà. Bon. Je n'avais pas mon outil, c'est pour ça que je ne voyais pas. Bon, elle est ici. La manière de mettre une texture avec sans aller par Hypershade, c'est de... Ici, c'est un polygone que j'avais pris. Je vais le mettre en mode face. Qu'est-ce que tu mets en mode face? Là moi, je suis tout perdu. C'est ça, OK. T'as peu. La lumière, là, on va revenir à la lumière. Là, tu as placé une lumière, je vois aucun effet de lumière sur ta scène. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fais 7. Ah, OK, là, on voit quelque chose. Oui, puis... On voit l'influence. Est-ce que tu le vois au rendu? Ah oui, non? Oui. Tu l'avais déjà ouverte et tu l'avais juste fermé, ton rendu. Non, pas ça. Clique sur le moins ici, là. Voilà. Bon, Hypershade aussi, je vais le fermer. Dans le fond, tu ne fermes pas. Là, tu sais que tu ne fermes pas, hein? Non, j'ai baisse. Tu baisse, OK. Oui. Donc, ça, c'est ta scène. Oui. Avec une lumière d'ambiance. Oui. Parfait. Bon. Là, si tu fermes sur le rouge, il va fermer. Oui. Je ne suis pas habituée avec les mains. Non, je comprends. Bon, là, ici, là, mes murs, c'est un polygone. Ce sont des polygones. Oui, c'est pas comme les nerves. C'est quoi la différence entre polygone et nerves? OK. Les nerves, là, sont faites par des coupes, des surfaces mathématiques. OK. Des polygones, c'est fait par soit tous des carrés ou des triangles fixes. OK. Puis, pour sélectionner chaque face, on se met en mode face. Il y a le mode vertex, comme on avait vu pour voyons. Pour toutes sortes d'affaires. Oui, c'est contrôle vertex, hein, pour les nerves. Oui. Ici, c'est des vertex. En mode face, je peux sélectionner chaque face du polygone. OK. Là, je sélectionne ce mur-là.
Oui. Et je vais lui mettre une tapisserie. Donc, tu vas mettre une texture dessus. Comment tu fais ça? Je la sélectionne, je fais le clic droit et je vais à Assign New Material. OK. Et là, je vais aller chercher un lambert pour pas la mettre sur le lambert par défaut. Oui. Sinon, tout ce que je vais créer va être créé avec la tapisserie. Là, dans le fond, tu nous le montres dans l'interface, mais on aurait pu faire, si je me souviens bien, on peut faire la même affaire avec Hypershade. Oui, on va le faire après. Ah, OK, parfait. Ouais, je vais faire les deux façons. Ici, ça te montre comme un icône de C'est un exemple du matériel, dans le fond. C'est ça. Là, il n'y a rien, elle est grise, il n'y a pas de couleur, rien. Si j'aurais voulu m'arrêter ici, admettons, j'aurais mes verres. Mon mur aussi, on va faire un petit rendu pour montrer. Ben là, c'est toute ma surface qui est verte, mais à ce mur-là, il n'y a pas le même vert. Je vais fermer ça. Et pour aller mettre une texture, il faut aller chercher un fichier qui a la texture. On passe par le petit damier ici, qui va nous ouvrir une fenêtre. Cette fenêtre-là, c'est comme toutes les textures qui se retrouvent dans Hypershade, sur le côté. Moi, vu que j'ai déjà un fichier, je vais aller ici dans File, chercher mon fichier. Donc, dans le fond, tu t'en vas importer un fichier, une texture que tu aurais fait, mettons, dans Photoshop. Oui. OK. Et puis, ce fichier-là, il est en quel format? En PSD? En JPEG. En JPEG, OK. En JPEG, là, lui, il est 512 par 512. OK. Il va nous ouvrir cette fenêtre ici, après. Puis, c'est dans le petit dossier ici qu'on peut aller... Importer le desktop, c'est... La tapisserie. Pourquoi je ne peux pas sélectionner? J'ai aucune idée, moi. Peut-être que, tu vois ici, c'est les options, tu dois y dire... Ah, ben, guess. Oui. Je ne sais pas pourquoi, moi, avec... Je pense que c'est dans il y a 8 ans. Ça se peut. Parce qu'avant, ça ouvrait tout le temps. Fait que dans le fond, tu lui dis, devine quel serait le meilleur... Devine la meilleure option pour l'importer. C'est ça. Ah, c'est bon, ça. Là, je fais Open. Ma tapisserie, on la voit ici. Là, elle n'est pas dimensionnée pour le mur. C'est trop gros. Ici, il y a place 2D texture 1. On clique ici. Puis ici, il y a Repeat UV. Moi, je vais le faire répéter 10 fois chaque. La tapisserie est là. Super, ça. On va faire un petit rendu. Un petit peu plus long, hein? Parce que là, il y a une texture. Il y a une texture, puis en plus, tu fais des rendus en 1280 par 720 qui est pas... J'ai oublié de me remettre c'est pas plus grave que ça. Puis ce que j'aime, c'est qu'on voit aussi la lumière qui influence un peu la texture, à moins que ce soit les lumières du studio là, en ce moment. Là. Oh mais, non, elle reflète. Elle reflète, exactement. Mais il y a plusieurs sortes de lumière, on va y revenir. Parfait. Maintenant, je vais faire... Ici, est-ce qu'il faut que je fasse fonction? Qu'est-ce que tu veux faire? Z, CTRL... pour reculer. Ça va être CTRL Z. CTRL Z? Oui. OK. Je vais revenir sans texture. On va y aller par Hypershade. Je vais faire ça. Ici, moi, c'est ça. Je le voyais pas. Ici, Hypershade se trouve dans le menu Window, Rendering Editor, Hypershade. Moi, ce que j'aime, là, c'est que toi, tu n'utilises pas beaucoup les hotbox. Non. Ben, c'est parfait parce qu'on montre deux façons. C'est ça, on fait une bonne équipe. Toi, trainer, c'est très bon. Puis, il n'y a pas juste. C'est ce que ça demande, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire les choses. C'est ce qui rend le logiciel Maya, qui rend le logiciel Maya complexe un peu, c'est que pour faire une chose, il y a peut-être 20 façons de la faire. C'est ça. À un moment donné, on s'habitue nous-mêmes à nos repères, tout ça. C'est ça. C'est pas toujours la même que les autres. Ah, ben c'est bon. Là, donc, tu as la fenêtre Hypershade. C'est ça. Je ne l'ai jamais fait, par exemple, par Hypershade. J'ai toujours mis mes textures par matériel. Là. Ici, j'ai mon matériel. Je vais sélectionner mon mur, comme j'ai fait. Ma face.
Il est sélectionné, là. Il est sélectionné? Mm-hmm. OK. Je vais aller créer un autre Lambert. Je pense que je ne l'avais pas délité, l'autre Lambert. Non, il est ici. OK. Je vais me mettre ici pour avoir la fenêtre Word Area, c'est la fenêtre de travail. Mm-hmm. Je vais aller chercher mon Lambert 2 ici. Tu viens-tu juste de le créer? Non. C'est quelque chose que tu avais déjà créé. Oui. Mm-hmm. Oui. Ben, est-ce que tu veux que je recommence? Oui, faisant une nouvelle. Une nouvelle, OK. Ouais. Ici, je vais chercher un Lambert. Donc, juste en cliquant dessus, il est apparu. C'est ça. Là, il a changé en arrière, comme on peut voir. Mm-hmm. OK. Puis maintenant, je voulais... C'est ça, je ne l'ai jamais fait par... Ah, tu l'as jamais fait par Hypershade? Non. Ben, moi, je peux peut-être l'essayer ici, sauf que la différence, c'est que j'ai pas ta texture, par exemple. Non, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire comme que je fais, puis on va revenir dans Hypershade pour voir de quoi ça a l'air. Oui. Là, j'ai de l'info. Non. Donc, comme on disait, il y a comme un million de façons. Fait que tu sais exactement comment le faire d'une façon. C'est ça. Mais pas nécessairement j'ai toujours fait de cette façon-là. C'est ça. Fait que je vais créer un nouveau matériel. Oui. Un Lambert. Et je vais aller chercher ma texture. Tu cliques sur File, puis après ça, tu vas le chercher. C'est ça. File ici. Et je pèse sur le petit dossier. Non, je ne me ferai pas avoir. Best Guest. Tapisserie, Open. Et je vais... Place 2D Texture. C'est ça. Je vais le mettre 10 fois. On pourrait le mettre même 15 fois. On va le mettre 15, juste pour montrer. Les motifs vont être plus petits que tantôt. Super. Maintenant, on va ouvrir Hypershade. C'est ici. C'est ça. Ici, on voit, c'est pour reculer. C'est ça, j'ai de la misère à... C'est les mêmes raccourcis que... Je sais. même raccourcis. Pour les prendre, il suffit juste de cliquer et glisser. On voit, il y a un lien. Donc, il y a comme un pattern plus... Oui. C'est ça. Ici, c'était mon Lambert. Le Lambert. OK. Ici, c'est ma texture. Mm-hmm. Le Lambert, la texture, puis ça, c'est le résultat. Mm-hmm. Ce qui est un peu mélangeant ici dans le Work Area, c'est que ça se peut qu'il te laisse d'autres objets, dépendamment les anciens. Donc, moi, ce que je trouve pratique, c'est toujours de faire un clear pour enlever tout ce qui est dans le Work Area, sélectionner, mettons, la sphère dans Materials, puis après ça, cliquer sur Connections, Input and Output Connections, puis là, il va nous montrer toute la connexion. Oui, mais ça, c'est toutes les connexions de ma sphère. Oui, mais tu n'as pas Lambert 4 et 5, là. Lui, là, il n'y a pas de lien. Oui, mais il n'y a pas de lien, c'est ça. Non, mais si tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il nous laisse plein de cochonneries. OK. Hein? Je veux en faire un. Je veux montrer quelque chose parce que moi, je suis peut-être un peu plus habitué avec cette fenêtre-là Hypershade. Ouais, j'ai pas ton fichier, par exemple. Tu sais, j'ai pas ton fichier, mais quand même. Tu il est sur ma clé? Oui, on peut toujours. Donc, on va regarder ça. Je sais pas si mon environnement Windows, Donc, on voit ici, je vais aller chercher... Non, c'est pas ça. Ah, j'ai fermé la fenêtre. Qu'est-ce que je voulais montrer ici en même temps, là? C'est quand je double-clique, OK? Admettons, je vais double-cliquer sur ce fichier-là. Il m'ouvre la fenêtre où j'étais ici. C'est la même chose. C'est la même chose. Comme ici. Tu n'es pas obligé de double-cliquer. Tu peux aussi faire CTRL-A. Tu sélectionnes, tu fais CTRL-A, il va donner tous les attributs de la texture. Si je clique ici, je vais tomber dans les attributs de... Oui. C'est ça. Moi, je travaille tout le temps avec les attributs, rarement dans Hypershade, là, mais... OK, on y va. Donc, je vais importer ton fichier. Je fais Open. Je clique puis je le mets sur le bureau ou quoi? Bien, dans ton dossier, où est-ce que tu as fait ton projet tantôt? Oui. Donc, comment tu fais pour l'enlever de sa clé USB ici? OK. Tu vois, là, c'est moi qui me cherche. Rouvre le dossier, puis elle est là. OK, je vais le mettre ici sur le bureau. Tu peux même aller chercher directement sur le bureau. Tu n'es pas obligé de le mettre dans ton dossier. Oui. Je vais aller dans le portail quand même. Donc, en Project, Test. Puis toi, tu le mettais... Moi, je vais le mettre dans Source Images. Source Images. Voilà.
Je retourne dans Maya. Je vais enlever quelques éléments que j'ai ici. Là. Je sélectionne tout, je fais Delete. Je vais l'appliquer ta texture sur une sphère. Okay? Je ne ferai pas tous les murs, ça va prendre un certain temps. Donc, je vais faire une sphère. Je m'assure que je suis en mode pour être capable de les voir. Donc, je vais cliquer sur la touche F6, 6 plutôt. Donc, je fais apparaître mon hotbox et puis dans Renderer, pas Renderer, c'est plutôt dans Window, Rendering. Hypershape. Bon, voilà ma fenêtre et puis on voit, là, ce sont dans le fond, ce qu'on a, les matériels ici, ce sont les matériels qu'on a par défaut qui a de besoin. Donc, c'est important parce que si je prends le shader ici et j'essaie de l'éliminer, il ne me laissera pas faire. Parce qu'il en a besoin pour l'interface et tout ça. Donc, ça, c'est... C'est de base. C'est de base, exactement. Donc, ma forme ici, je vais la sélectionner. Et puis, on avait dit qu'on voulait appliquer un lambert. Donc, ce que je peux faire, c'est trouver mon lambert, cliquer sur la roulette du milieu et cliquer, glisser, et je viens de l'appliquer. Oui, simple que ça. Alors, fais clic droit, assigne... Oui, tu peux aussi, une fois que tu l'as ici, bouton droit, Assign Material to Selection, quand il est sélectionné. Bon. Donc, on voit ici, ça, c'est mon Work Area, et ça, c'est juste pour être capable de travailler. Cette fenêtre, dans cette fenêtre-là, si je clique ici sur la petite efface, il me l'efface, mais ça n'enlève pas le matériel sur ma sphère. C'est une place de travail, comme un bureau. OK? Et puis, si je prends mon lambert 2 qui est appliqué dessus, je viens cliquer ici sur Input, Output Connections. Il me montre les objets qui sont appliqués sur celui-ci en ce moment. Donc, on a le lambert, puis ça, c'est l'objet dans le fond. Oui. Donc, maintenant, si je voulais appliquer la texture que tu avais, tu vois ici? Excusez-moi. Faut que tu m'écoutes. Tu vois ici, je vais descendre puis je vais choisir Files. Je dois l'avoir passé. Oui, il est dans... Displacement, 2D Texture, File. Je clique ici. Donc, tu vois, je l'ai qui est dans mon Work Area. Si je fais, tu vois, je l'ai de sélectionner. Si je fais CTRL-A, ça fait apparaître les attributs. Et donc, c'est exactement la même fenêtre que tu avais. Donc, je clique ici sur la petite balise, tapisserie bleue, Open. Moi, j'ai même pas eu besoin de faire un guess. C'est bon. Non, mais tu as même double-cliqué sur cette fenêtre-là. Maya Windows est mieux que Maya sur Mac, où j'ai pas eu besoin de faire guess. Et puis, donc, voilà, il est là. Je peux, la roulette du milieu, et venir l'appliquer. Oui. Et voilà. Comme tu vois... Et puis, comme toi, tu as joué avec les options, donc je l'ai sélectionné. J'ai encore ma fenêtre d'attributs ouverte ici. Et puis, je pourrais jouer avec les UV. Donc, tous les paramètres. Repeat UV. Lève ta fenêtre de Hypershape. Double-clic sur ici. Oui, dans le fond, sur le Place 2D Texture. Oui, c'est là, le Repeat UV. Repeat UV, donc je vais mettre, mettons, 10. Même chose pour le V, donc ça c'était le U. On a le V, et voilà, donc il est répété à plusieurs reprises sur ma sphère. Puis si je faisais un rendu, ben ça ne donnera pas exactement ce que je vois là. Hein? Donc, tu vois, si je clique... Pourquoi? Ben, dû au fait que j'ai pas beaucoup de lumière dans ma scène. Tu n'as pas de lumière, c'est les lumières par défaut. Ce que je voulais démontrer, c'est que c'est pas parce que je la vois bien ici que quand je vais faire un rendu, parce que j'ai pas de lumière par défaut. Mais on a vu un peu comment faire pour ajouter de la lumière. Ben, je pourrais le faire toujours à partir de l'Hypershape. Je descends en bas. Mettons que je prends, je sais pas moi, tiens, je vais prendre un Spotlight. J'ai cliqué et je l'ai dans ma scène qui est ici. Donc... Une manière pour placer la lumière... Tu as un truc? Oui, tu sélectionnes la lumière et tu vas dans le panneau. Oui, donc on va aller... Ici, dans ta fenêtre, panneau. Look through selected. Look through selected. Là, tu vas voir ce que la lumière éclaire, tu vas pouvoir te miser
C'est bon, ça. Donc, tu vois, là, si c'est ce qu'elle voit en ce moment. Oui, il faudrait Et, que tu mettes ta feuille dans le centre, genre. Non, mais après ça, ce que je vais faire, c'est je peux prendre mon outil, mon Manipulator Tool, puis je pourrais le déplacer comme ça pour mieux voir. Oui. Tiens, mettons que ça, c'est bon. Et puis, non, pas après ça. ça. Non, t'as peu. Ensuite, ce que je peux faire, c'est si je veux sortir de ce mode-là, j'imagine que je peux retourner dans Panel, puis enlever ça. Perspective, non. Perspective. Je reviens à Camera, ou à Perspective View. Et puis, si je veux voir, là, en ce moment, si je veux, je vais cliquer sur la touche 7 pour avoir une meilleure idée. Parce que c'est pas, j'étais juste en mode texture. C'est pas exactement ce que je vois. Dans le fond, si je fais un rendu, je vois juste une petite partie ici. C'est pour ça que si je veux voir dans ma scène, je clique sur 7 et c'est ce que je vois en ce moment. C'est juste une partie. Oui. Donc voilà. Et puis ça reflète plus ce qui va se passer lorsque je fais mon rendu comme ça. Ben voilà pour les lumières, puis la fenêtre Hypershade, en gros. On avait dit qu'on reviendrait là-dessus, et puis avec ça, ça nous donne une bonne idée. Et puis tout ça, c'est toutes les connexions, mais il n'y a rien qui nous empêche, quand on veut continuer à travailler, effacer ça et continuer à travailler avec ça. C'est très important de travailler avec Hypershade. Oui, oui, c'est super important. Oui. Mais on va avoir la chance d'y revenir souvent lorsqu'on va faire des exemples concrets, comme tel. Écoute, on va passer à la prochaine question, si tu veux bien. La prochaine question, c'est... Mais dans Hypershade, tu veux-tu que je te nomme comme c'est quoi un Lambert rapidement? Oui, tu à pourrais quoi faire... servent les matériaux? Oui, rapidement. Rapidement. Donc, C'est vas-y ça donc. qu'elle m'a fait. Ah, tu t'es pris des notes, c'est bon? Oui, j'ai pris des notes pour être certain. OK, un Lambert, là, c'est mort, ça n'a aucun reflet. OK. Un fond, c'est une surface polie, brillante. Puis c'est comme faire du plastique, de la porcelaine. OK, comme un spéculeur. Tu sais, Fong, là, la céramique. Fong, là, on a appelé ça Fong parce que celui qui a inventé cet algorithme-là, il s'appelait Fong. Ah ouais? C'est son nom de famille. Même chose pour Blind. Ah ouais? C'est le nom de famille de celui qui a inventé l'algorithme. Ah. Donc, Fong, tu dis, c'est comme plus pour avoir une surface plastique. Brillante, là, tu sais, comme du plastique. Parfait. Puis il y a le fond E. Fong E, oui. OK. Lui, le rendu va être plus rapide. Puis les reflets vont être un petit peu plus doux. OK. Le Blind, lui, c'est pour... il y a une meilleure précision de calcul que pour la forme des reflets. C'est comme de l'aluminium. Oui, puis même sa lumière, son specular highlight va être encore plus beau que celui du Fong. Il va être plus présent. C'est ça, plus précis. Oui. Anisotrope, c'est... lui, ça l'étire le spécular. Tu sais, comme une balle de fusil. Oui. Que j'ai faite, là. Et le spécular, il est en long. Ah, oui. C'est comme faire du métal brossé, du satin. Tu sais, du satin, ça a un reflet plus long. C'est bon. Oui, ça, c'est... Mais ça, c'est de base. Les principaux. Oui, puis on peut aller dans les paramètres, tout changer. Ah, ben c'est bon, ça. Parce que je ne savais pas pour anisotrope là, que c'est ça que j'ai utilisé pour la balle de fusil. Il y a une balle de fusil. C'est en long. Donc, on ferait un tuyau comme de métal. Puis, on voudrait avoir justement les reflets en long. Donc, ça serait anisotrope. Oui. Ah, mais c'est super. Ça, c'est une petite base de matériaux. Excellent. On est prêt pour la prochaine question. Et la prochaine question... Donc, dans le fond, la question 6, c'était les outils Hypershade. C'est ce qu'on a fait. Et aussi, comment appliquer une lumière. Donc, on l'a fait. Question 6 et 7. Est-ce que je peux dire les sortes de lumière qu'il y a dans Maya? Ah ben oui, donc. Tant qu'ailleurs. Oui. Dans Create, ici, on va dans Light. Il y a l'Ambient Light. Ça, elle éclaire partout, généralement. Là. La lumière vient de nulle part. Là. C'est comme le dehors. Comme une lumière de jour. Oui, une lumière de jour, oui. Il y a la Directional Light. Elle, quand tu la crées, ça fait comme des flèches, puis tu mires ce que tu veux éclairer. Ça fait comme... la pointe light, elle, c'est comme... la lumière vient d'un petit point. Elle sort partout du petit point. OK. OK. La spotlight, elle, c'est comme au cinéma. Une flashlight, là? Une flashlight. Ouais. C'est comme un vrai spot. Aera Light, elle est irradiée au lieu de comme le petit point, ça sort partout. Ouais. Elle, c'est comme un carré dimensionnel. Tu peux le dimensionner. Puis ça fait comme une lumière douce. Les ombres sont douces.
c'est carré. OK. Volume light, elle, si quelqu'un en crée une comme ça, puis on fait un rendu, on voit rien. Mais elle, c'est pour éclairer les dedans des volumes. OK. Tu sais, genre, je ferais un coffre, je mettrais une volume light dedans. Puis si je ferais un rendu, là, je verrais qu'il y a une lumière dedans le coffre. Oui, OK? oui. Mais pour mieux la voir, on créerait une pointe light aussi, qui éclairerait plus le coffre. Là, on verrait que le coffre est illuminé par en dedans. OK. C'est ça en général. C'est bon, puis on va avoir sûrement la chance là, d'y revenir, puis les utiliser. Donc, question 8. Comment peut-on ajouter des deformers? Mon Dieu, une belle question, ça. Donc, des deformers, ce sont des objets de déformation qu'on peut appliquer sur nos objets. Je vais te donner un exemple. OK, donc, je viens ici dans ma fenêtre. Ici, je vais enlever ça, enlever cette forme. Je vais utiliser une autre forme au lieu de ça. La forme que je vais faire, mettons, je vais commencer avec un cylindre. Donc, Create, Nerves Primitive, Cylinder. Donc, je clique pour faire la base et ensuite la hauteur, comme ça. Et je vais changer de mode. Je vais venir en mode 6 parce que j'étais en mode lumière, puis j'ai plus de lumière. Je vais l'étirer un peu, donc R. Voilà. Et peut-être le rendre un peu plus mince. Tiens. Je pense Ça, c'est parfait. que tu devrais aussi faire des divisions. Non, T'es pas obligé? besoin de faire ça. Donc, à partir de là, si je le sélectionne, je fais apparaître en cliquant sur la barre d'espacement mon hotbox, et puis je vais aller dans tout ce qui a rapport avec les deformers. On voit ici Create Deformers. Et puis je vais aller dans Non-Linear. Je vais utiliser ça comme exemple et je vais utiliser, mettons, Bend. Bend qui veut dire courbé. Donc, je pense que je ne l'ai pas appliqué dessus. Je vais retourner. Donc, Ça, Non-Linear. c'est dans le mode animation, hein, qu'on le retrouverait. Non, Deformers. Animation, oui. Oui, exact. Ouais, OK. Donc, celui-ci, je vais faire apparaître, dans le fond, ses attributs. Donc, mettons, je fais encore là, CTRL-A, plutôt Channel, tiens. Et je clique ici sur Bend. Donc, au niveau de son input, Bend, on a Curvature. Mettons, je vais mettre 1. Donc, on voit qu'il a appliqué une courbe dessus. Hein? Donc, et si je fais moins 1, donc toujours... je l'ai appliqué 2 fois. J'en ai 2 dessus. Bon, c'est pas plus grave que ça. Et puis, ici, je vais écrire, mettons, moins, on va faire sa courbe, dépendamment comment il est sélectionné, à un autre endroit. Puis ça dépend où ce qui est. Hein. Donc, si je clique sur W, puis je le déplace, tu vois-tu que... Il va prendre la forme quand il va passer dedans? Exact. Parce que celui-ci ne suit pas. On pourrait faire même un lien parent-enfant avec pour qu'il suive comme tel. Donc, mettons, si je vais venir le replacer à peu près comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est sélectionner, mettons, la forme. Si je veux que, dans le fond, mon deformer, mon objet de déformation soit l'enfant de ma forme, mettons, je prends Bend 1, je sélectionne ici, et il est sélectionné. Bien, je vais désélectionner, je vais essayer de venir le cliquer comme ça. Donc, Bend 1, et ensuite Shift pour sélectionner mon objet, mon cylindre. On fait ce que tu nous as montré, P, j'ai un lien parent-enfant, et puis là, si je déplace, mettons, le parent, tu vois, elle ne fait plus la même chose que tantôt, parce que son outil de déformation suit. Exactement. Donc, il suit. Et puis, si je fais Bend 1 encore, puis je vais mettre, mettons, 2. Et là, que je déplace mon objet, donc je sélectionne l'objet. C'est-tu l'objet que j'ai sélectionné? Oui, tu l'avais. Voilà. Donc, je le déplace. Sauf que là, tu avais 2 J'ai 2 bends. Bon, c'est pas plus grave, je vais en enlever un.
j'espère que je l'ai... Bon, voilà, donc il est enlevé. Donc, ça donne une idée un peu comment ça fonctionne, puis on pourrait jouer avec plusieurs de ces options. Donc là, ici, j'ai utilisé un bend, mais il y a des squash et tout ça. Donc, on peut... Des lattices. Exactement. On peut appliquer des déformations et puis rajouter un peu de réalisme là, à nos animations avec ces déformations-là. C'est comme un cartoon là, qui se passerait la tête dans une bouteille. Oui, oui. Tu vois, ça, c'est un bel exemple. La tête est normale. Là, tu passes la lattice. Où est-ce qu'il y a le houblon, la bouteille? Mm-hmm. Là, la tête, quand elle passe dans la lattice, ben, Ouais. elle se déforme. Puis après ça, quand elle sort de la lattice, mais sa tête est normale. Ah, mais c'est bon. Donc, ça donne un exemple. Ça, c'est un exemple comment utiliser les deformers. Tantôt, je vais avoir la chance d'en faire un autre exemple pour la dernière question. Fait que voilà, donc c'est un petit exemple là, de déformation. Prochaine question, c'est la tienne, l'avant-dernière. Donc, comment fait-on pour utiliser des polygones? Parce que toi, tu t'en sers souvent des polygones. Moi, je préfère les polygones. Je suis plus à l'aise. Mais il y a des choses qu'on doit faire juste avec des nerfs. Oui, c'est ça. Mais, Dans le fond, quand on veut faire des formes un peu plus structurées, comme justement la pièce que tu viens de faire, les polygones, c'est bon. Quand tu veux faire quelque chose comme plus organique, c'est ça. là, tu vas utiliser des nerves. Oui, mais ça dépend. Les polygones aussi. Oui, oui, tu peux. Il y a des outils dans les polygones. Mon Dieu, je peux pas te Donne-nous montrer un quelque exemple de chose. polygone. Donne-nous un exemple de polygone. OK, je vais mettre dans le menu polygone Mhm. et je vais créer un polygone. Ben, je ne suis même pas obligée d'aller dans le menu pour créer. Là. Mais je vais faire comme une sphère. OK. OK, je vais mettre en mode 4, 5, ombré. Bon, là, tu as vu, le polygone, elle, c'est tout des carrés Mhm. fixes. Toi, quand tu crées une sphère, là, tu sais, c'est comme plus allongé, la structure n'est pas pareille. Là, je peux me mettre en mode face. Oui. Ça, la mode face, c'est que je peux aller sélectionner chaque face. Et puis, De la sphère. tu pourrais l'extraire, puis Oui, là, on c'est ça. verrait. Admettons, j'en prends 4. Là, vu que je vais vérifier. As-tu vu, ça a sélectionné en Ça arrière. sélectionnait de l'autre côté, puis tu nous avais montré comment faire. Avec le peintre ici, je peux juste sélectionner celle de devant. Avec le quoi? Ici, l'objet. L'outil peint? Oui, mais c'est pas ça que tu nous avais montré la dernière fois. Non. Mais ça, c'est. Non. Non, tu nous avais montré comment faire pour sélectionner et désélectionner. Donc, tu avais sélectionné une partie, puis après ça, tu nous as montré en cliquant sur, Ah oui. sur contrôle pour désélectionner. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre façon. Oui, c'est une Mais autre là, ça, façon. tu nous avais jamais montré ça. Avec le paint, tu peux sélectionner d'un Tu côté n'es même pas obligé de prendre chiffre, hein? Tu peins. et il puis, ne sélectionnera pas de l'autre côté. C'est ça. Ah, ben c'est bien ça. mieux. Puis là, pour extrude, je vais aller dans le menu ici, Edit Mesh, Oui, et je vais faire Extrude. parfait. Et là, il y a un outil qui arrive. Ici, si je clique, il y a deux façons. Attendez, je vais la mettre d'une manière. Mhm. As-tu vu les flèches? Ils s'en allent, c'est pas droite. Hein? Je peux les extruder dans d'autres axes. OK. Mais si je veux extruder dans le monde, là, l'axe du monde. OK. Il y a une façon ici, je peux prendre la flèche. Oui. Si je prends la flèche, elle va étirer. Oui. OK? Si je clique sur le carré, elle va élargir. Mhm. C'est comme les outils sur le côté. Oui, oui, oui. J'ai oublié de montrer une chose. Ça, c'est pour extruder. Tu as vu, les faces, elles sont toutes extrudées, collées. Oui. Mais je pourrais les extruder qu'ils soient décollés. Mhm. Mais je pense que c'est Non, trop je loin. pense pas que ce serait pertinent pour tout de suite, non? Déjà, Non, là, hein? Ben, une autre fois. Oui. C'est ça, on peut extruder, mon Dieu, que dis-je, il y a le mode vertex aussi, pareil comme les nurses. Je peux sélectionner des vertex et les étirer. C'est ça, les polygones, tu peux les étirer, les enfoncer, tandis que les nurses, tu peux pas faire ça. Tu peux pas les étirer. Tu peux pas les extruder. Non, pas extruder, non, comme... Ben, tu comme... peux les étirer, là, mais ici, c'est plus... C'est plus carré. Ouais. Mais il y en a qui vont faire comme les jeux vidéo, là. Oui. Les autres, c'est des triangles. Oui, exactement. Les autres, parce que c'est un... Dans le fond, à quelque part, les polygones, ça devient des formes un peu de moindre qualité.
des formes de moins de qualité, qui ont un moins grand calcul à faire. C'est ça. Le rendu est plus rapide. Oui, parce que les nurses, eux autres, il faut qu'ils calculent en polygone après. Fait lorsqu'on voudrait faire des formes très organiques, là, je veux dire, plantes, même le visage de quelqu'un, mais un visage réaliste, pas cartoon. Ça serait mieux polygone, moi, je trouve. Réaliste? Peut-être. Oui. Oui, parce que tu peux aller, c'est plus précis. Tu peux mettre des points, c'est plus précis. Moi, je doute que ça serait plus précis. Mais comme une carrosserie d'auto. OK, un aile. Tu sais, pour donner la rondeur, là, ça serait mieux un Earth, parce que tu pourrais faire ça avec une curve. Oui, c'est ça. Avec un polygone, tu as de la misère à rendre quelque chose de bon. C'est pour ça que je disais avec un visage réaliste, qui a beaucoup de courbes et tout ça. Je pense que. Absolument, les personnages sont faits en polygone. En 3D. En 3D? Mais oui, mais je veux dire, pour les jeux cartoon, tout ça. Mais moi, je te parle de quelqu'un qui fait du hyper réalisme, qui va faire du modeling hyper réaliste. Je ne pense pas qu'il utilise polygone. Je sais pas, mais il y a beaucoup de monde qui utilise polygone. Oui, il y a beaucoup de monde qui utilise des polygones. OK. Puis, que dis-je des polygones? Il y a tellement de choses à dire. Il y a Boolean, mais ça, c'est... Non, dans le fond, c'était juste pour montrer un peu une idée de comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est bon, ça. Dernière question. C'est question numéro 10. À quoi sert l'option Set Driven Key? Assez compliqué, ça. En tout cas, expliquer. Le Set Driven Key, c'est à quelque part, c'est qu'on lui indique qui conduit puis qui se fait conduire. C'est pour ça qu'on appelle ça Driven Key. Donc, on prend des propriétés, des paramètres de deux objets différents et on lui dit qui contrôle qui. Un exemple. Mettons que j'anime une balle qui monte, qui descend. Donc, le fait que cette balle est animée au niveau de l'axe des Y, eh bien, c'est la propriété Translate Y, donc Translate Y, qui est modifiée. Je peux dire que c'est le Translate Y qui est le conducteur et que j'aurais un autre objet qui serait un objet squash, un déformeur, donc une déformation qui aplatit. Que lui est celui qui se fait conduire selon la valeur de la propriété Translate Y. Ça veut donc dire qu'il va s'effouérer, il va s'écraser selon ce que je vais y avoir, selon la hauteur Y. Dans le fond, il se dit, moi, je dois suivre de façon linéaire, donc de façon continue, la valeur du Translate Y. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense qu'avec un exemple, ça va aider un peu à comprendre. Une image vaut 1000 mots. Oui, exactement. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais tout simplement animer une balle. Donc, on y va avec une sphère. Oh, je ne veux pas ça si gros que ça, là. Donc, et puis, je vais changer de vue. Je vais aller en vue de face. Et puis, je vais le réduire. Donc, R. Je vais réduire ma sphère pour pas qu'elle soit trop grande. Et puis, W pour le monter. Et je vais m'assurer que je suis au cadre numéro 1. Et puis, je vais me faire des keyframes. Donc, je vais animer 2-3 fois le mouvement. Donc là, en ce moment, j'ai 100 frames. Mettons qu'au cadre numéro 1, il est à cette hauteur-là. Et puis, je vais cliquer sur S pour y faire des images clés. Ensuite, je vais aller au cadre numéro 20. Je vais le déplacer en bas comme ça. S. L'auto-keyframing, oui. Je sais ça. Ensuite, je reprends, je m'en vais à la tête, j'emmène ma tête de lecture au frame 40. Je le monte. Donc, S, 60. Puis, je ne veux pas que ce soit nécessairement exactement à la même hauteur. Hein. Et puis, donc, c'est ça. Je vais le redescendre. S. Donc, il m'en reste 2 autres à faire. 80. Là, je vais juste m'assurer que... OK, parfait. Donc, 80. Je le monte là. Donc, S et 100 va finir ici en bas. Donc, voilà mon animation. Donc, il ne monte pas nécessairement toujours à la même hauteur. Je retourne au cadre numéro 1. Et tiens, je vais revenir en mode perspective. Je clique sur A pour
tout voir, mais là, on voit que je suis très loin, mais ça, c'est pas grave. Là. Donc, on voit l'animation. Bon. Ce que je vais faire, c'est que, en étant au cadre numéro 1, je vais sélectionner ma sphère, puis je vais y ajouter une déformation, donc un objet de déformation. Donc, je clique sur la barre d'espacement pour faire apparaître le hotbox. Ensuite, au niveau des deformers, je vais choisir, toujours dans Non-Linear, je vais choisir Squash. Bon, en ce moment, il ne suit pas. Hein? Donc, on voit là que ma déformation Squash ne suit pas. J'aimerais ça qu'il suive, donc la sphère va être le parent. Donc, je m'assure que c'est le Squash qui est sélectionné. Donc, je sélectionne mon objet Squash. Shift, le parent, P, j'ai un lien parent-enfant. Là, maintenant, il suit. Bon, maintenant, là où je suis au cadre numéro 1, donc je reste là. Ce que je vais faire, c'est faire apparaître la fenêtre de Set Driven Key. Puis si je me souviens bien, non, je me souviens. Oh, il est ici. Dans Animate. Donc, on a Set Driven Key. Et puis, je clique sur Set. Et j'ai une fenêtre comme ça qui apparaît. Bon. Là, il y a déjà des affaires qui sont là, mais c'est pas plus grave que ça. Je vais pouvoir le changer. Je vais collecter. Tu dis le conducteur. Hein? Ouais. Ici, Driver, c'est le conducteur. Je veux que ce soit la sphère. Je sélectionne la sphère. Je clique sur Load Driver. Là, en ce moment, il m'a donné aussi le Squash Handle. Là. Donc, je vais l'enlever. Je peux-tu l'enlever? Normalement, il serait pas. Je dois avoir sélectionné les deux. Oui, tu avais les deux sélectionnés. Donc, fais CTRL-Z. Non, ben, ce que je vais faire, c'est je vais venir sélectionner ici. Load. Make Nerve Sphere. Non, ça, je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de la sphère. OK, on va essayer de sélectionner juste celui-ci. Bon, voilà. Donc là, maintenant, j'ai juste la sphère qui est le conducteur. Ensuite, je vais sélectionner mon objet de déformation. Et, mais même avant ça, tiens, au niveau aussi du Nerve Sphere, je vais cliquer sur Translate Y. Parce que dans le fond, je suis en train de lui indiquer que c'est la propriété Translate Y qui va être le conducteur. C'est lui qui conduit. C'est lui qui est en charge. Parce que ton animation est en Translate, c'est ça? Oui, parce que exactement, c'est une animation à la verticale. Ensuite, je vais sélectionner mon objet de déformation. Je vais faire Load Driven. C'est celui qui se fait conduire. Donc, je vais venir le sélectionner ici dans la fenêtre Inputs. Load Driven, c'est parfait. Tout ce que j'ai besoin, c'est Squash 1 ici. Et ça va être la propriété factor. La propriété factor, c'est ça, c'est le facteur d'écrasement, dans le fond. Donc, c'est le facteur d'écrasement de mon Squash qui se fait conduire par la propriété Y de la sphère. Je m'assure que je suis au premier frame, puis je me dis ça, l'état qui est en ce moment, parfait, fais-moi un key. Donc, je clique dessus. Ensuite, je peux aller au frame numéro 20, là où ce qui est en ce moment. Et je vais faire la même chose, je vais faire key. Maintenant, si... oui, dans le fond, j'aurais dû... Une affaire que j'ai oubliée. Dans le fond, il faut que je modifie mon facteur, le facteur d'écrasement. Donc, je suis au premier frame. Mon facteur d'écrasement, si je viens sélectionner mon objet de déformation, donc Squash ici, factor. Donc, lorsqu'il va être au premier cadre, mettons, je vais lui donner comme valeur 2. Bon, c'est exagéré, mais c'est pas grave. Et là, je vais cliquer sur Key. Là, il se souvient qu'il dit, quand je suis à cette hauteur-là, je dois être étiré comme ça. Prendre cette forme-là. Exactement. Au cadre numéro 20, je vais lui dire, cette fois-ci, moins 2, mettons. Écrasé comme ça. Et je lui dis, donc je fais Key encore. Là, ce qui est intéressant, c'est que si on l'anime, tu vois-tu, je n'ai pas besoin aux autres images clés de lui dire de le faire parce qu'il... Puis, dépendamment où ce qui est, à quelle hauteur il va s'écraser en fonction de
de son facteur Y. Donc, ce qui est intéressant, si je ferme cette fenêtre-là, mettons que je vais au cadre, je ne sais pas moi, 20, j'ai 20, et je peux modifier ça. Je peux arriver à dire, au niveau de je peux modifier la propriété Y de mon objet. Donc, si je sélectionne W, et je peux, pendant que je l'anime, tu vois, ben, pendant que je change, dans le fond, sa position dans l'espace Y, ben, le facteur, il se modifie. Donc, j'ai pas besoin, tu vois, là il est différent de ce que j'avais tantôt. Puis là, ben, des fois, il descend plus bas, mais au frame 20, il est un peu plus proche. C'est très pratique lorsqu'on a une animation comme ça, qui n'a pas besoin de faire... C'est pas une animation exactement pareille d'une fois à l'autre, et qui doit avoir un facteur, mettons, dans ce cas-ci, de déformation. Puis on ne veut pas, si, mettons, notre directeur artistique il regarde ce qu'on fait, puis il dit « Ouais, mais un peu plus haut la balle. » Si... Tout a recommencé l'animation. Et mettons qu'on aurait eu 200 keyframes comme ça, mais imagine-toi, il aurait fallu faire ça partout. Là, tu le fais une fois, et puis ça s'arrange. On fait ça, le set Drawing Key aussi, avec une main. J'ai un personnage, OK, je vais créer des attributs de chaque doigt dans ma fenêtre attributs. Puis là, je vais lui dire, le set Drawing Key, mettons, à 1, t'es de même, à 2, t'es de même, 3. Fait qu'au lieu de bouger chaque os de chaque doigt là, à la main, mais j'ai juste avec ma roulette varié les chiffres, puis il va bouger. C'est un très bon exemple. Ah, mais c'est bon. Ben voilà un exemple du set Drawing Key. C'est mieux pour parler que les portables. Non, mais non, c'est quoi? C'est que moi, des ateliers comme ça, je suis habitué, j'en fais souvent. Et puis, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai jamais travaillé sur des portables. Mais c'est pas une question de portable, c'est d'être capable de parler et le faire en même temps et tout ça, qui n'est pas toujours évident. C'est vraiment pas facile. Je suis une novice. C'est juste une question d'expérience. Mais comme dans mon cas, je suis habitué de parler et de le faire en même temps. Mais si ton ordi, toi, tu es à l'aise avec moi. Ouais, mais je reste ton ordi, je fais la même affaire. Tu m'apprêtes une semaine ou deux. Ah, oui. Donc, écoute, voilà, donc je te remercie beaucoup, Suzanne. On a déjà terminé. Donc, à vous tous, je vous dis merci et à la prochaine. Et voilà. Ah, mais c'est bon.